La mer était calme ce soir-là, trop calme, comme si le monde retenait son souffle avant que quelque chose ne se brise. Je me tenais pieds nus sur la terrasse de ma nouvelle maison sur la côte, celle dont j'avais rêvé pendant 40 ans écoutant le murmure de la marée contre le sable. L'odeur du sel et du jasmin emplissait l'air. Pour la première fois depuis le décès de mon mari, je ressentais la paix. Et puis mon téléphone a sonné. « Maman », dit mon fils, sa voix désinvolte, trop désinvolte. « On arrive ce week-end. » J'ai souri. « C'est merveilleux, Antoine. Je te préparerai ton plat préféré. » « Oh, et maman, m'interrompit-il, il faudra que tu déménages dans la chambre d'amis. Les parents de Mélanie restent dans ta suite. Son frère et ses enfants aussi. Ils vont adorer la vue sur l'océan. » Je me suis figée. « La chambre d'amis ? Oui, dit-il comme si de rien n'était. C'est juste temporaire, tu comprends, n'est-ce pas ?» Avant que je ne puisse répondre, la voix de Mélanie s'est fait entendre en arrière-plan, aiguë méprisante. « Si ça ne te lui plaît pas, il y a un EHPAD d'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes juste en bas de la rue. » Il y eut un silence, puis Antoine s'éclaircit la gorge et marmonna. « Ne le prends pas mal, maman, tu seras plus à l'aise là-bas de toute façon. » Et juste comme ça, il a raccroché. Je suis restée là, le téléphone toujours collé à mon oreille, écoutant la mer se briser contre les rochers. Plus fort maintenant, plus en colère. Comme si elle comprenait, le silence qui a suivi était plus lourd que le deuil. C'est à cet instant que j'ai su. L'amour sans respect n'est pas de l'amour du tout. Et j'ai réalisé que je ne pourrais plus jamais laisser faire une chose pareille. Je m'appelle Geneviève Dubois et j'ai 63 ans. J'ai bâti ma vie à partir de rien. Une petite marque de cosmétiques qui a commencé dans mon arrière-cuisine et qui est devenue une entreprise qui a changé l'avenir de ma famille. J'ai travaillé des nuits entières, manqué des anniversaires et reporté mes propres rêves juste pour offrir à mon fils la vie que je n'avais jamais eue. Quand j'ai finalement vendu mon entreprise, je me suis fait une promesse. J'achèterais une maison au bord de l'océan. Pas un manoir, juste quelque chose de paisible avec des volets blancs et une lumière matinale qui sentait la liberté. Je l'appelais l'ancrage. Mais cette nuit-là, debout sur cette terrasse avec les vagues rugissant sous moi, j'ai réalisé que parfois les personnes que vous avez élevées peuvent devenir la tempête qui détruit votre paix. Avant de vous dire ce qui s'est passé, ensuite dites-moi, d'où m'écoutez-vous ce soir? De la côte atlantique, du cœur tranquille de la France, peut-être d'un endroit lointain où l'océan a un son différent, mais où le chagrin ressemble au même. Où que vous soyez, je veux que vous sachiez que cette histoire ne parle pas d'argent ou de maison. Elle parle de quelque chose de plus profond. Le moment où une mère réalise que son propre enfant la voit comme quelque chose de jetable. Après cet appel, je me suis assise au bord de mon lit, fixant la photo encadrée d'Antoine sur ma table de nuit. 10 ans, il lui manquait ses dents de devant, serrant la première boîte d'échantillons de mon entreprise comme si c'était un trésor. Il me disait « Un jour, maman, je m'occuperai de toi. » Et maintenant, il m'ordonnait d'aller dans la chambre d'amis de ma propre maison. J'ai essayé de rationaliser. Peut-être que Mélanie était juste sur la défensive, peut-être qu'Antoine ne le pensait pas, peut-être que je surréagissais. Mais au fond de moi, une vérité que je ne voulais pas affronter a commencé à faire surface. Le genre de vérité qui vient lentement comme l'aube. J'avais tout construit pour eux. Mon entreprise, ma fortune même, cette maison. Mais ce faisant, je leur avais appris quelque chose de dangereux, que je donnerais toujours, que je céderais toujours. Quand l'appel s'est terminé, je me suis versé un verre de vin et je suis retournée dehors. Le ciel devenait violet, la mer agitée, sous le clair de lune. Je pouvais entendre la voix de mon mari dans ma tête. Calme, stable. Geneviève, au moment où ils ont cessé de te respecter, ils ont cessé de mériter ce que tu as bâti. Cette nuit-là, je n'ai pas pleuré. J'ai regardé les vagues s'écraser plus fort et j'ai murmuré « Très bien alors, voyons ce qui se passera quand ils arriveront. » La mer m'a répondu, non pas avec calme, mais avec un grondement sourd. Et je le jure, à cet instant, j'ai senti que le monde était de mon côté. Le lendemain matin, la lumière du soleil filtrait à travers les stores, se posant sur les cadres en argent alignés sur ma commode. Mon reflet dans le miroir semblait calme. Trop calme pour quelqu'un dont le fils venait de la rétrograder au rang d'invité dans sa propre maison. Mais à l'intérieur, quelque chose avait changé. Ce n'était pas seulement de la peine, c'était une prise de conscience. La prise de conscience de la façon dont l'amour peut se transformer silencieusement en un dû. J'ai préparé mon café noir sans sucre et je l'ai emporté sur la terrasse. Les vagues s'enroulaient doucement contre le sable, l'écume scintillant comme des perles dans la lumière du matin.
C'était censé être ma vue, ma récompense. Chaque brique, chaque carreau, chaque planche de cette maison avait été choisie avec soin. J'avais passé des années à la planifier. La cuisine ouverte face à l'océan, le coin lecture près de la fenêtre, le chemin de pierre, où mon mari disait que nous regarderions les couchers de soleil quand nous serions vieux. Mais j'avais fini par les regarder seule. Mon mari Henri était décédé 3 ans avant que je ne vende l'entreprise. Il était le calme face à mon feu. La raison pour laquelle je n'ai jamais abandonné quand les commandes échouaient ou que les dettes s'accumulaient. Quand il est mort, je me suis jetée à corps perdu dans le travail, comme si le succès pouvait combler le silence qu'il avait laissé. Et quand j'ai finalement vendu mon entreprise, ce n'était pas pour la richesse. C'était pour finir ce que nous avions commencé. Cette maison sur la plage devait être un foyer pour les souvenirs, pas un hôtel pour des gens qui me connaissaient à peine. Je repensais à la première fois que je l'avais montré à Antoine. Il avait dit « C'est parfait, maman. N'en fais pas trop d'accord. Tu es à la retraite maintenant. Profite du calme. » J'avais ri pensant que c'était de l'inquiétude. Maintenant, je réalisais que c'était de la distance. Le genre de distance qui s'installe quand les enfants commencent à vous voir comme un personnage secondaire dans leur propre histoire. J'ai traversé les pièces ce matin-là, ma main effleurant les meubles, la légère odeur de cèdre et de sel marin flottant derrière moi. Les murs résonnaient encore de la musique que je mettais. En défaisant les cartons, du jazz, doux et lent. Il y avait quelque chose de sacré dans ces matins, la solitude, la liberté de n'être la patronne de personne, l'aide-soignante de personne, le fardeau de personne. Et maintenant, il venait de me prendre même cela. Mélanie ne m'avait jamais aimée. Elle avait un jour qualifié mon entreprise de mignonne. La même entreprise qui avait payé leur mariage, leur premier appartement et ses précieux sacs à main de créateur. Elle avait une façon de sourire qui n'en était pas une, juste des lèvres courbées autour d'un jugement. Et Antoine, il était différent maintenant, plus doux avec elle, plus silencieux avec moi, comme s'il avait été dressé à maintenir la paix en gardant ses distances. Pourtant je l'aimais, Dieu m'en était témoin, je l'aimais plus que ma propre fierté. Je me suis assise sur la terrasse face à la mer, et un instant, un souvenir m'a ramenée aux premières années quand je n'avais pas les moyens d'avoir un bureau. Quand Antoine dormait sur le canapé à côté de mon poste de travail pendant que je mélangeais des lotions et des parfums jusqu'à l'aube. Il se réveillait, se frottait les yeux et disait « Ça sent le paradis, maman ». Il était ma raison d'être mon tout. Ce petit garçon ne m'aurait jamais parlé comme l'homme au téléphone l'avait fait la nuit dernière. Mais là encore, peut-être l'avais-je trop bien élevé à prendre ce qu'il voulait, sans jamais se demander qui en payait le prix. Un goéland a crié au-dessus de ma tête, me ramenant au présent. Les vagues frappaient plus fort maintenant, impatientes contre le rivage. J'ai réalisé que je serrais ma tasse de café si fort que mes jointures étaient mégènes. Devant mon échange est devenue blanche. Pour la première fois, je me suis demandé ce qui se passerait si je ne cédais pas. Si je ne déménageais pas dans cette chambre d'amis, si j'arrêtais de trouver des excuses à leur manque de respect. J'ai regardé l'horizon, l'eau s'étendant à l'infini brillant comme du verre en fusion. Quelque part au-delà de ce bleu, il y avait la vie que j'avais bâtie avec courage, sacrifice et nuit blanche. Et pourtant, on me disait où je pouvais et ne pouvais pas dormir dans ma propre maison. L'ironie était si vive qu'elle en avait un goût. Ce matin-là, je me suis murmuré à moi-même. Ils pensent qu'ils arrivent en vacances. Ils n'ont aucune idée qu'ils arrivent pour une leçon. La brise marine a emporté mes mots comme une promesse. Ils sont arrivés 2 jours plus tard, ni avec chaleur, ni avec des étreintes, mais avec des bagages, des rires bruyants et le genre d'énergie qui n'a pas sa place dans une maison paisible. J'ai entendu leur portière claquer avant même d'avoir atteint le perron. La voix de Mélanie portait dans l'air salin, aiguë, autoritaire, déjà trop à l'aise. « Mets celui-là dans la suite parentale », disait-elle à son frère. « Maman et papa prendront la grande chambre avec la vue sur l'océan. » Elle l'a dit comme si elle était la propriétaire, pas l'invitée. Antoine suivait derrière eux les yeux baissés, faisant semblant de gérer leur sac. Quand il a finalement levé les yeux et m'a vu, son sourire était forcé, poli, tendu. « Salut maman ». Je l'ai serré dans mes bras, m'attardant plus longtemps qu'il ne s'y attendait. Son corps était raide, comme s'il ne voulait pas être là. Derrière lui, les parents de Mélanie Gérard et Evelyne se tenaient près des mares, inspectant la maison comme des agents immobiliers. Les lèvres d'Evelyne se sont légèrement pincées. « Charmant endroit », dit-elle, bien que la palette de couleurs pourrait être plus énergique. « Tellement beige », son mari a grogné. « Où est la chambre avec le meilleur matelas là ? Mon dos ne supporte pas les matelas mous.
J'ai souri d'un sourire crispé et poli. Ravie de vous voir aussi. L'après-midi s'est déroulé comme une bataille silencieuse. Des boîtes et des valises ont envahi chaque couloir. L'odeur d'un parfum inconnu se mélangeait à ma brise marine. Evelyne a réorganisé le salon pour une meilleure circulation. Mélanie a ordonné à Antoine d'apporter des serviettes supplémentaires de mon armoire à linge. Et quand j'ai finalement essayé de m'éclipser pour déballer quelques courses, Mélanie a souri doucement et a dit « Oh Geneviève, ne vous inquiétez pas pour ça. Détendez-vous. Vous en avez assez fait. On va s'occuper des choses à partir de maintenant. » Les mots « s'occuper des choses » m'ont piqué comme une gifle. Au coucher du soleil, je me tenais devant la porte de ma propre chambre, fermée à clé. Une note y était collée de l'écriture de Mélanie. Chambre d'amis au fond du couloir. Mon nom n'y figurait même pas. Je suis restée là tenant ma valise. Le vent marin soufflait à travers les rideaux du couloir. La maison que j'avais conçue pour être un havre de paix ressemblait maintenant à un lieu d'exil. La chambre d'amis était petite. Une seule fenêtre donnait sur la clôture du voisin, au lieu de l'océan. Pas de vue, pas de bruit de vagues. Juste les rires étouffés de gens s'installant dans mon espace. Je me suis assise sur le lit, sentant le poids de quelque chose de bien plus lourd que la trahison. C'était l'invisibilité. Le dîner ce soir-là fut un chaos. Gérard se plaignant que le vin était de la piquette, Evelyne critiquant le rôti pas assez salé, Mélanie parlant de leur futur plan de famille. Antoine ne disait rien. Chaque fois que nos regards se croisaient, il détournait les yeux. Quand j'ai essayé de demander combien de temps il comptait, restait Mélanie a souri comme si j'avais demandé quelque chose de ridicule. « Oh maman, on verra bien, tu sais comment c'est la plage. Ça donne envie de rester pour toujours. » Les autres ont ri, même Antoine a eu un petit rire nerveux. Et à cet instant, j'ai vu clair. Il n'était plus mon fils, il était son écho. Je me suis éclipsée tôt prétextant la fatigue. Ce n'était pas vrai. Je ne pouvais simplement pas rester assise là une minute de plus à prétendre que c'était normal. Cette nuit-là, allongée dans le lit étroit, j'écoutais les voix étouffées au bout du couloir. Des rires, le tintement des verres, un film sur la grande télévision que j'avais acheté pour les soirées en famille. Le clair de lune se déversait sur le sol pâle et froid. J'avais mal à la poitrine. Pas de colère, mais de la réalisation que mon silence était devenu leur permission. Si vous laissez les gens réécrire votre histoire assez longtemps, un jour, vous vous réveillez, effacé. J'ai fixé le plafond, entendant à nouveau la voix de mon mari dans ma tête. Geneviève, ne laisse jamais personne te faire sentir petite dans ta propre maison. Je me suis tournée vers la fenêtre. Pas d'océan, pas d'étoiles, juste l'ombre de la clôture. Et à voix basse, j'ai murmuré « Vous pensez que je suis silencieuse parce que je suis faible. Vous apprendrez bientôt que je ne fais qu'attendre. » Les vagues, quelque part au-delà des murs, ont répondu comme des applaudissements. La semaine suivante, j'ai eu l'impression de vivre dans la vie de quelqu'un d'autre. Mes matins tranquilles ont disparu, remplacés par la voix tonitruante de Gérard, exigeant des œufs cuits correctement, et le parfum d'Evelyne assez épais pour étouffer la brise marine. Mélanie a transformé le salon en son espace de travail, éparpillant ses trousses de maquillage et ses chargeurs de téléphone sur le comptoir en marbre où je buvais autrefois mon thé en silence. Et Antoine, mon Antoine, s'effaçait de plus en plus, hochant la tête, docilement évitant les disputes, me disant que j'étais trop sensible quand j'essayais de m'exprimer. « Maman, disait-il, Mélanie essaie juste de rendre les choses confortables pour tout le monde. Tu pourrais te détendre un peu. » Me détendre. Ce mot n'avait jamais sonné de façon aussi cruelle. Un matin, je suis descendue et j'ai trouvé Evelyne assise dans mon fauteuil de lecture, le fauteuil d'Henri, faisant défiler son téléphone. Elle n'a même pas levé les yeux. « Ça te dérange si on appelle l'agent immobilier aujourd'hui, juste curieuse de savoir combien cet endroit pourrait valoir. Mon cousin est courtier à Cannes. » J'ai cligné des yeux incertaine d'avoir bien entendu. « Pardon ?» Elle a souri faiblement. « Oh, ne sois pas si sérieuse, ma chère. Je veux juste dire, si jamais Antoine et Mélanie décident de se rapprocher de la ville, cette maison vaudrait une fortune. Ce ne serait pas intelligent. » Avant que je ne puisse répondre, Mélanie est entrée drapée dans un peignoir de soie. « Maman plaisante, » dit-elle en embrassant la joue d'Evelyne. Puis me regardant droit dans les yeux, elle ajouta « Mais c'est vrai, cette propriété pourrait être plus utile si elle n'était pas juste là inutilisée la moitié du temps. » Utile, ai-je répété. Le mot me brûlait. Antoine est apparu derrière elle, bâillant inconscient. « Qu'est-ce qui se passe ?»« Rien, chérie, dit Mélanie doucement. On parle juste de l'avenir. »
Je suis restée là, tenant ma théière, regardant la vapeur monter comme la fumée d'un incendie que je n'avais pas vu se propager. Plus tard dans la soirée, je suis sortie sur la terrasse pour prendre l'air. L'horizon saignait d'orange et d'indigo. J'avais besoin de calme, mais même cela ne m'appartenait plus. Par la fenêtre ouverte, je les entendais rire, le rire strident de Mélanie se mêlant au tintement des verres. Puis un son différent, un murmure. Je me suis approchée de la fenêtre ouverte, la voix d'Antoine. Elle signera si on lui dit que c'est pour les impôts. Tu sais comment est maman, elle déteste la paperasse administrative. Mélanie répondit d'une voix basse et suffisante. Parfait, on fera transférer l'acte de propriété avant qu'elle ne s'en rende compte. Mon père peut aider avec les papiers. Une fois que ce sera à notre nom, on pourra refinancer et utiliser une partie pour le nouvel appartement. Le verre dans ma main a failli glisser. La voix d'Antoine à nouveau, plus douce incertaine. Elle pourrait... Je veux dire, et si elle pose des questions? Elle n'en posera pas, dit sèchement Mélanie. Elle sera reconnaissante qu'on s'occupe des choses. C'est ce qu'elle fait toujours. Et son menton. Silence. Puis le soupir réticent d'Antoine. Quelque chose en moi s'est fissuré. Pas bruyamment, mais comme de la vieille porcelaine sous pression. J'ai reculé pressant une main sur ma poitrine. L'air frais m'a frappé le visage comme une vérité. Mon fils n'était pas seulement faible, il était consentant. J'ai passé cette nuit à arpenter ma chambre, chaque grincement du parquet résonnant en moi. Il prévoyait de prendre ma maison, le dernier morceau de la vie que j'avais bâti. Et pour la première fois, je ne me sentais pas triste, je me sentais réveillée. Il me pensait fragile, il pensait que je signerais n'importe quoi juste pour garder la paix. Mais la paix construite sur l'obéissance n'est pas la paix, c'est une capitulation. Je suis allée à mon bureau et j'ai ouvert le tiroir où reposait encore le vieux stylo plume d'Henri, celui qu'il avait utilisé lorsque nous avions signé les papiers finaux pour l'entreprise, celui dont il disait qu'il n'était que pour les grandes décisions. J'ai passé mon pouce sur son bord argenté et j'ai murmuré « Très bien, mon amour, prenons une autre grande décision ». Le bruit des vagues remplissait la pièce régulière et implacable. Au matin, je savais exactement ce que j'allais faire. Ils voulaient ma maison. J'allais les laisser y entrer et les regarder réaliser qu'elle ne leur appartenait plus. Quand le soleil s'est levé le lendemain matin, la mer semblait différente, plus brillante, plus nette, comme si elle savait que quelque chose allait changer. J'ai préparé mon café en silence, écoutant les vagues claquer contre les rochers, chacune sonnait comme une ponctuation, finale délibérée. Le plan avait commencé à se former pendant la nuit, morceau par morceau précis et stable. Je n'allais pas les combattre avec des cris ou des larmes. Non, c'est ce qu'ils attendaient. J'allais faire ce qu'ils n'imagineraient jamais que je puisse faire rester calme, sourire et les surpasser en intelligence. Au petit déjeuner, je les ai trouvés vautrés autour de l'îlot de cuisine. Evelyne faisait défiler des annonces immobilières sur sa tablette. Gérard avait les pieds sur le canapé. Mélanie se faisait les ongles sur mon comptoir en marbre. J'ai pris un siège et j'ai dit d'un ton léger « J'ai réfléchi à ce que vous avez dit hier soir ». Mélanie a levé les yeux méfiante mais curieuse. « À propos de quoi ?»« À propos de l'avenir, dis-je en remuant ma tisane. Vous avez raison. Je dois mettre mes affaires en ordre. La maison, le testament, tout ça, pour que ce soit clair et simple pour tout le monde. » Pour la première fois depuis leur arrivée, Mélanie a souri. Ce genre de sourire dangereux que les gens portent que quand ils pensent qu'ils ont déjà gagné. « Oh, Geneviève, c'est très sage. On va t'aider avec tout ça. Tu sais à quel point ces documents peuvent être déroutants. » Antoine ajouta rapidement. « Oui, maman, on veut juste s'assurer que tout est géré correctement. » J'ai hoché la tête feignant de mordre à l'hameçon. « Bien sûr, mon chéri. Je me sentirai mieux en sachant que tout est en sécurité. » À l'intérieur, mon cœur battait régulièrement. Ma voix était calme. Ils ne savaient pas que j'avais déjà passé les premières heures du matin au téléphone avec mon avocat Maître Mercier, le même homme qui m'avait aidé à vendre mon entreprise des années auparavant. Je lui ai tout raconté. Il n'a pas semblé surpris. « Geneviève, dit-il, nous pouvons protéger vos actifs de manière permanente. Nous allons transférer la maison dans une fondation au nom de votre défunt mari. De cette façon, personne ne pourra y toucher sans votre consentement. Je prépare les documents, aujourd'hui. » Au moment où Mélanie et ses parents pensaient que j'acceptais un transfert, le vrai transfert avait déjà eu lieu, silencieusement, légalement et irrévocablement. 2 jours plus tard, j'ai décidé d'organiser un dîner. Une petite célébration, dis-je en famille. Mélanie a tapé dans ses mains. « Parfait, on fera ça samedi. Oh maman, c'est tellement gentil de ta part. »
L'ironie m'a presque fait rire. J'ai passé la matinée à décorer. Des bougies, des roses blanches, un léger fond de jazz provenant de la vieille enceinte, la même musique qu'Henri aimait. Chaque détail était intentionnel. Le calme avant une tempête qu'il ne savait pas être en train de se former. Alors que le soleil commençait à se coucher, la maison brillait d'or et de rose. L'air sentait le romarin et le sel marin. J'ai mis la table pour 6, les verres à vin étincelants, les couverts parfaitement alignés. Le père de Mélanie a découpé le rôti comme si c'était sa propre cuisine. Evelyne s'est plainte que le vin n'était trop sec. Antoine a servi tout le monde évitant mon regard. J'ai levé mon verre. À la famille, ai-je dit doucement, ils ont tous levé le leur des sourires partout faux et satisfaits. À la famille, a répété Mélanie en trinquant avec moi. L'espace d'un instant, le tintement a sonné comme le clic d'une serrure qui se ferme. Le dîner s'est bien passé. Des rires, des histoires sans importance, des plans pour l'été prochain, à la maison. Ils n'avaient aucune idée que j'avais déjà scellé leur avenir. Quand Mélanie s'est penchée en arrière et a dit « Tu fais ce qu'il faut, Geneviève, on va s'occuper de tout maintenant », j'ai simplement souri. « Je sais que vous le ferez, dis-je, j'y ai veillé. » Elle n'a pas saisi le sous-entendu. Antoine, si. Une lueur d'incertitude a traversé son visage disparu aussi vite qu'elle était devenue. J'ai laissé la conversation dériver vers des banalités. Mais, à l'intérieur, ma résolution était solide comme du béton. Ils voulaient de la propriété. Ils auraient une révélation à la place. Cette nuit-là, alors qu'ils débarrassaient les assiettes et riaient dans la cuisine, je suis sortie sur la terrasse. Le vent se levait, apportant l'odeur d'un orage imminent. L'océan scintillait dans l'obscurité féroce imparable. Il me rappelait moi-même. Demain soir, pensais-je, ils comprendront enfin avec qui ils ont joué. Et pour la première fois depuis des semaines, j'ai dormi profondément. L'orage est arrivé juste comme je l'avais espéré. Ce soir-là, le ciel a pris la couleur de l'acier meurtri, les nuages tourbillonnant à l'horizon comme des signaux d'alarme. Le vent transportait l'odeur salée de la pluie et quelque part au loin, le tonnerre murmurait, bas et délibéré, comme un battement de cœur. À l'intérieur, la maison brillait à la lueur des bougies. J'avais choisi la même disposition de table que la veille, celle qu'ils prenaient pour un dîner de famille. Mais ce soir, ce n'était pas une célébration, c'était l'heure des comptes. Ils se sont réunis vers 18h, Mélanie dans sa robe en lin blanc trop parfaite pour être sincère. Evelyne traînant son parfum et son arrogance. Gérard demandant déjà où était le whisky. Et Antoine, mon fils, arborant ce même demi-sourire nerveux qu'il utilisait toujours quand il ne savait pas de quel côté se ranger. « Pourquoi on fait un autre dîner ?» demanda Evelyne en prenant place. J'ai souri. « Parce qu'il y a quelque chose d'important que j'aimerais partager. Une petite annonce. » À ces mots, ils se sont tous redressés. Je pouvais voir Mélanie essayer de contenir son excitation, ses yeux allant vers Antoine. Ils pensaient que c'était le moment, que j'allais tout leur céder. Bien, laissons-les y croire. Le vent hurlait dehors pendant que je versais le vin. Un éclair a zébré les fenêtres, projetant des ombres fugaces sur leurs visages. Avides, impatients, confiants. J'ai levé mon verre. Au nouveau départ. Ils m'ont fait écho presque à l'unisson. Au nouveau départ. J'ai laissé le moment s'étirer, puis j'ai reposé mon verre avec soin. J'ai rencontré mon avocat la semaine dernière, commençai-je. Les lèvres de Mélanie se sont retroussées en un sourire victorieux. « Oh, merveilleux! C'est si responsable, Geneviève. Je disais à Antoine que tu… » Et j'ai enregistré notre conversation, dis-je doucement la coupant. Sa voix s'est éteinte en milieu de phrase. « Quoi ?» Le tonnerre a éclaté dehors, résonnant à travers les murs. « Oui, dis-je en me penchant en arrière sur ma chaise. Chaque conversation que nous avons eue dans cette maison, chaque plan que vous avez fait pour transférer la propriété pour des raisons fiscales. Chaque mot que vous avez dit sur le refinancement de cette maison et le partage des profits. » La couleur a quitté son visage. La fourchette d'Antoine glissa de sa main et heurta l'assiette avec un bruit sec. Evelyne s'agita sur sa chaise, son parfum soudainement écœurant. « Moi, j'ai aussi parlé à mon avocat de la fiducie, continuai-je. Cette maison appartient désormais à la fondation Henri et Geneviève Dubois. C'est une fondation privée. Elle ne peut être vendue, ni transférée, ni réclamée par personne d'autre que moi, pas même par mon fils. » Un autre éclair a surgi, et à cet instant, je les ai tous vus. Figés pâles sans voix. La mère de Mélanie fut la première à se ressaisir. « Vous nous avez piégés, balbutia-t-elle. »« Non, dis-je calmement.
Je me suis protégée. Il y a une différence. Mélanie a jeté sa serviette sur la table. Vous ne pouvez pas faire ça. Ce n'est pas juste. Nous pensions que... C'est là votre erreur, dis-je. Vous pensiez? Vous n'avez jamais demandé. Vous n'avez jamais respecté. Vous avez juste supposé que la femme qui a construit cette vie était trop vieille pour la défendre. La voix d'Antoine a finalement percé la tension. Maman, s'il te plaît, dit-il, son ton se brisant entre la honte et l'incrédulité. Tu n'étais pas obligée de faire tout ça. Je me suis tournée lentement vers lui. Vraiment, tu allais les laisser prendre tout ce que ton père et moi avons construit. Tu étais prêt à faire de moi une invitée dans ma propre maison. Et tu veux me parler de ce que je n'étais pas obligée de faire? Ses yeux sont tombés sur la table. La pluie martelait les fenêtres comme des applaudissements venus du ciel. Je me suis alors levée ramassant les assiettes vides. Une par une, chaque mouvement délibéré contrôlé. Quand l'orage se calmera, dis-je tranquillement, vous serez tous partis demain matin. J'ai déjà parlé à la gendarmerie pour faire expulser des résidents non autorisés d'une propriété privée, alors s'il vous plaît, ne me testez pas. Mélanie se leva à moitié de son siège tremblante de fureur. Vous êtes incroyable. Non, répondis-je en posant la dernière assiette. Je suis inflexible. Pendant un long moment, personne ne parla. Le tonnerre gronda à nouveau lointain, maintenant s'estompant vers la mer. Finalement, j'ai regardé Antoine une dernière fois. Tu m'as dit un jour que tu prendrais soin de moi quand je serai vieille. Mais quelque part en chemin, tu as oublié qui a pris soin de toi. Je me suis tournée vers la fenêtre, le reflet de l'éclair vacillant sur la vitre. Maintenant, c'est à mon tour de prendre soin de moi-même. L'orage s'est calmé juste après minuit. Au matin, la maison était silencieuse. Pas de rire, pas de parfum, pas de murmure. Seulement le bruit de l'océan régulier et libre à nouveau. Ils étaient partis. Et pour la première fois depuis des mois, je pouvais respirer. Le matin après leur départ, le silence semblait différent. Ce n'était pas le genre de silence vide. Il était pur, honnête, plein de souffle à nouveau. J'ai ouvert les portes de la terrasse et l'océan m'a accueilli comme un vieil ami. Les vagues étaient douces maintenant, s'enroulant mollement contre le sable, comme si la mer elle-même avait retenu son souffle jusqu'à ce que je reprenne ma maison. J'ai marché pieds nus dans le salon, leur odeur avait disparu. Plus de parfum, plus de traces d'eau de Cologne bon marché ou de tension. Juste le sel, le bois et la lumière du soleil, comme cela aurait toujours dû être. Pour la première fois depuis le décès d'Henri, je l'ai senti proche, non pas dans le chagrin, mais dans la gratitude. Sa photo sur la cheminée semblait sourire dans la lumière du matin. J'ai murmuré « Tu avais raison, mon amour. Au moment où ils ont cessé de te respecter, ils ont cessé de mériter ce que tu as bâti. » Tchon. Je me suis préparé un petit déjeuner lentement. Des œufs, du café, une tranche de pain grillé. Et je me suis assise près de la fenêtre face à l'horizon. L'air extérieur était frais après l'orage. La mer avait effacé les empreintes de la nuit précédente. La terrasse brillait comme neuve. J'ai pensé à tout ce qui s'était passé. L'appel téléphonique, l'invasion, la trahison, l'orage. Et à travers tout cela, une vérité était restée claire. Les gens ne vous volent pas s'ils ne volent pas parce qu'ils ont besoin de ce que vous avez. Ils volent parce qu'ils croient que vous les laisserez faire. Et pendant des années, je les avais laissés faire. J'avais été si occupée à être généreuse, si désespérée d'éviter les conflits que j'avais confondu le silence avec l'amour. Mais le silence n'est pas l'amour, c'est une gomme. Plus tard dans la semaine, j'ai appelé Maître Mercier, mon avocat. Il m'a confirmé que tout était finalisé, que la fondation était sécurisée, les documents enregistrés et qu'une clause avait été ajoutée pour garantir que la maison ne serait transmise qu'à des œuvres caritatives après ma disparition. Il m'a dit « Geneviève, vous avez fait quelque chose que la plupart des gens n'ont jamais le courage de faire. Vous avez repris votre vie en main. » Ce soir-là, j'ai ouvert une bouteille de bon vin, celle qu'Henri et moi avions gardée pour un jour. J'ai versé un verre, je suis sortie sur la terrasse et j'ai laissé la brise soulever mes cheveux. Le ciel était strié de nuances d'ambre et de rose. Le monde était à nouveau calme. Mais je n'étais pas la même femme qui avait répondu à ce coup de fil quelques semaines plus tôt. Cette femme-là avait été blessée seule, prête à se ratatiner au nom de l'amour. Celle-ci, elle comprenait que la paix n'est pas quelque chose que l'on attend, c'est quelque chose pour lequel on se bat. Silencieusement, avec clarté et grâce. Je n'ai pas eu de nouvelles d'Antoine pendant des semaines. Quand il a finalement appelé, sa voix était faible, méconnaissable. « Maman, dit-il, je suis désolée, je ne sais pas ce qui m'a pris. » Je pouvais entendre Mélanie murmurer en arrière-plan.
Dis-lui qu'on ne le pensait pas. J'ai pris une profonde inspiration. Je sais que tu es désolé, dis-je doucement, mais les excuses ne rebâtissent pas ce que le manque de respect t'a détruit. Il n'a pas argumenté, il a juste dit Tu me manques. J'ai souri un peu tristement. Alors apprends de moi, Antoine. Un jour, quand tu auras des enfants, souviens-toi de ceci l'amour sans gratitude se transforme en avidité. Nous avons dit au revoir calmement. Je n'ai pas raccroché en colère, j'ai raccroché libre. Les semaines se sont transformées en mois. J'ai recommencé à peindre ce que je n'avais pas fait depuis l'université. Mes toiles se sont remplies de couleurs. L'océan, les ciels, l'illusion du calme qui cache la force en dessous. J'ai commencé à faire du bénévolat dans un réseau local de femmes entrepreneurs, en aidant des veuves et des mères à la retraite qui voulaient repartir de zéro tout comme moi. Et chaque fois que je leur racontais mon histoire, je voyais une étincelle dans leurs yeux, la même qui m'avait portée à travers cette nuit d'orage. Parce que parfois la force ne rugit pas, parfois elle est assise à une table de cuisine, signant des papiers, d'une main ferme, reprenant ce qui lui appartient. Maintenant, chaque matin, je sors sur ma terrasse avec mon café et je murmure à la mer « Merci de m'avoir rappelé qui je suis ». Les vagues me répondent douces mais sûres, comme les applaudissements de quelque chose de plus grand que moi. J'ai bâti une entreprise, j'ai bâti une famille, et quand les deux ont essayé de définir ma valeur, je me suis bâti moi-même à nouveau. Cette trahison ne m'a pas brisée,